Aujourd'hui, quand je vois dans des grandes entreprises la diversité et le niveau des interlocuteurs, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment devenu une boîte globale et 360. Quand tu investis 100 000 euros sur une campagne sur Facebook, avant tu mesurais principalement tes ventes en ligne. Demain, tu n'es plus aveugle sur ces 80%, tu vois ce qui se passe, soit attribution, soit incrémental. C'est simple en fait, aujourd'hui comme tu dis, l'IA est partout, notamment les Ray-Ban Meta, et ils ont mis en avant l'attrait très fort qu'il y avait pour ce produit. En fait, il y a une espèce de convergence. Les DNVB, à un moment, elles se mettent à faire du retail, etc. et à passer sur des canaux de communication plus traditionnels. Et ça fait bouger les grandes marques qui continuent à se transformer vers plus de digital et un peu moins d'offline et qui essayent de pousser le e-com et les nouveaux canaux de distribution. Le métier aujourd'hui, que ce soit en interne ou via des agences ou autres, il se concentre de plus en plus sur la partie amont et sur la partie aval. Comment comprendre qu'est-ce qui contribue vraiment à quoi. Un truc très simple, c'est de dire, avant, vous aviez un film publicitaire qu'on déclinait un peu sur les plateformes digitales. Maintenant, on dit, en fait, qu'il faut de la diversité créative. L'année dernière, nos CAPEX, donc nos investissements, même s'ils ne sont pas tous dédiés à l'IA, l'année dernière, c'était 40 milliards. Cette année, on a annoncé au Q1 entre 64 et 72 milliards de CAPEX. Bonjour à tous et bienvenue dans D2C, le podcast des experts du e-commerce. Aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume Cavaroc, qui est Business Director Retail e-commerce et luxe chez Meta. Et c'est un immense plaisir de le recevoir. Guillaume, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Écoute, très bien. Très content de faire ce podcast avec toi. Guillaume, tu es directeur du retail, du luxe et du e-commerce chez Meta. Ça fait plus de 8 ans que tu es dans cette entreprise, bientôt 9 si je ne dis pas de bêtises. Avant ça, tu as un passé en conseil en strat, puisque tu as bossé chez Roland Berger pendant 6 ans. Et puis chez Meta, du coup, quand tu as rejoint l'entreprise en 2017, tu es passé par plusieurs étapes. Tu as gravi les échelons en commençant en client partner, puis industry manager, puis business director retail e-commerce. Et aujourd'hui, tu chapeautes le retail, le e-com et le luxe. Et petite particularité, et c'est d'ailleurs tu es la seule personne que j'ai reçue ici qui a cette particularité, c'est que tu es mon ancien boss, puisque à l'époque où je bossais chez Meta, j'étais dans tes équipes. Très belle période, j'en garde des bons souvenirs. Donc c'est un grand plaisir de te recevoir ici. On va parler de plein de choses, on va parler de retail, on va parler de e-commerce, de tendances de marché, d'IA, de publicité. Ce que je te propose peut-être pour démarrer, c'est de te laisser te présenter. Ouais, écoute, merci Étienne. Oui, je suis arrivé chez Meta en 2017. Avant ça, j'avais fait 8 ans en cabinet de conseil en stratégie. 8 ans, voilà, 2 ans dans un petit cabinet. Ensuite, je suis passé chez Roland Berger. Donc, très différent de ce que je peux faire chez Meta aujourd'hui. Je considère vraiment que j'ai eu 2 bouts de carrière. Donc, dans le conseil, j'ai travaillé dans plein de secteurs différents. Et j'ai terminé en faisant pas mal justement de retail, de e-com, et je travaillais avec beaucoup de cabinets, de boîtes de private equity, donc où je faisais des due diligence stratégiques, etc. C'est là où j'ai eu une appétence particulière, déjà pour le monde de l'investissement et puis pour le retail. Et après 8 ans dans le conseil, je me suis posé un peu la question classique que se posent tous les consultants. Est-ce que je veux continuer et faire une carrière dans le conseil et m'associer à terme ? Ou est-ce que c'est le bon moment, après cette expérience, pour partir voir autre chose ? Donc je suis parti voir autre chose sans savoir vraiment ce que je cherchais. J'hésitais justement entre le private equity, le VC, potentiellement des startups, peut-être la tech, mais j'y connaissais pas grand-chose à l'époque, donc c'était pas le choix numéro 1. Et puis comme dans la vie, il y a pas mal de choses qui se font un peu par hasard, je suis arrivé un peu chez Meta par hasard, où on m'a recruté pour mon expertise retail, mon passé en tant que consultant, mais pas forcément pour mon expertise, on va dire, marketing et digital que j'ai appris sur place. Et puis comme tu l'as dit, au début, on était 2 sur le secteur du retail. Là, on travaille en binôme chez Meta, un client partner et un account manager. Et puis, on connaît le succès de Meta, à l'époque Facebook, sur la partie publicitaire. Donc, on a eu de plus en plus d'annonceurs qui ont investi des budgets de plus en plus importants. Donc, on a petit à petit structuré l'équipe. J'ai pris la tête de l'équipe en 2018, on devait être 5 ou 6 à l'époque. Ça a continué à pas mal grossir. J'ai récupéré le e-commerce juste avant le Covid, de manière complètement fortuite.
Ensuite, on a passé le Covid, qui était une période assez particulière parce que on s'est retrouvé avec des clients, notamment dans le retail physique, pour qui c'était des drames, fermeture de magasins pendant plusieurs semaines, etc. Donc, on a eu pour la première fois un rôle en fait qui a dépassé le simple sujet de la publicité et de l'accompagnement business. On a aidé des entreprises à communiquer des messages sur tous les services que proposaient ces entreprises pendant le Covid. Et puis quand ça a réouvert, ça a pas mal accéléré, notamment la partie e-commerce. S'en est suivi une grosse accélération, et ça a vraiment, le Covid a été un facteur accélérateur de toute la partie digitale sur le marketing. Et puis en effet, depuis 2 ans, j'ai récupéré également les activités, le secteur du luxe, donc qui est à la fois très différent, mais sur pas mal d'aspects aussi assez proche du retail traditionnel. Donc ce sont 2 équipes séparées que je pilote, mais qui échangent beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup à apprendre du luxe vers le retail et du retail vers le luxe. Voilà, je fais ça depuis 2 ans, et puis en parallèle aussi, depuis 18 mois, je m'occupe du développement de WhatsApp en France. Donc là, au-delà de mes verticales de cœur, on va dire, parce que c'est un super produit sur lequel il y a une énorme traction, que tout le monde connaît d'un point de vue C2C. Je pense qu'aujourd'hui, on ne présente plus WhatsApp et tout le monde l'utilise de manière quotidienne. Mais les usages des entreprises vers les consommateurs sont, eux, plus nouveaux. Mais on voit vraiment depuis plusieurs mois une énorme traction là-dessus, avec quasiment toutes les entreprises qui s'intéressent, qui se posent des questions. Quel cas d'usage, comment se mettre sur WhatsApp, pourquoi faire, est-ce que ça marche, etc. Donc c'est un petit side project, mais qui prend beaucoup d'ampleur et qui est très intéressant. Et puis en parallèle, j'investis et j'accompagne aussi pas mal de startups, souvent dans le secteur du retail, du e-commerce ou autre, ou de la tech, mais pas que. Voilà, c'est mon petit passe-temps quand les longues journées de travail sont finies. Trop bien. Je vais dire, ça te fait des journées à rallonge, mais ultra intéressant. WhatsApp, on y reviendra, parce qu'en effet, je le voyais déjà moi, à l'époque où j'étais chez Meta, donc ça remonte, j'ai quitté en 2021. Il y avait déjà une traction plutôt que sur les grandes marques, et notamment sur l'aspect plutôt customer care. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de use cases sur la partie marketing conversationnel, et du coup des usages qui sont beaucoup plus développés, donc ultra intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites avec tes équipes au quotidien, dans les grandes lignes? Ouais. Donc les équipes, elles sont, comme je te disais, toujours organisées en binôme. Un client partner et un client solution manager qui travaillent sur le même book of business, donc sur le même périmètre d'annonceur. Le client partner est lui plus en charge de la relation avec le client, de la définition du partenariat, des grands piliers et chantiers stratégiques. Et le Client Solution Manager est plus là pour accompagner sur la partie un peu plus opérationnelle, mise en place des solutions, mise en place des protocoles de mesure, sujet d'intégration technique, tout ce dont on parlera sûrement un peu plus tard. Donc déjà, j'aime beaucoup ce principe vraiment de binôme où on travaille en équipe à 100% au quotidien pour le client. Donc l'objectif, si on prend un client, c'est de définir avec lui en début d'année quels sont ses enjeux business et comment les plateformes Meta peuvent y répondre, que ce soit sur du branding, sur du e-commerce, sur du drive to store, sur les usages de WhatsApp dont tu as parlé, qui peuvent à la fois être de la relation client, mais pas que, et puis de construire une roadmap qu'on va dérouler. Aujourd'hui, si on synthétise un peu, il y a quelques grands piliers. Le premier qui me vient en tête, parce qu'il est au cœur de toutes les discussions aujourd'hui, celui de la créa. Donc comment est-ce qu'on accompagne? On ne crée pas pour les clients, on n'est pas une agence, un studio ou autre, mais on va accompagner les clients sur ce sujet-là parce que c'est le cœur du réacteur. On peut tout bien faire à côté si on n'a pas les bonnes créas. Et tu connais bien le sujet, ça sert pas à grand-chose. On a d'ailleurs des équipes dédiées chez nous, des créatifs stratégistes qui travaillent aussi avec mes équipes pour accompagner là-dessus, sur les sujets de diversité créative, production de vidéos at scale, travail sur les hooks, analyse post-campagne, etc. Donc ça, c'est le premier point, la créa. Le deuxième, qui n'est pas forcément le plus sexy, mais qui est diablement important, c'est tous les sujets d'intégration technique.
les tuyaux, donc le remplacement ou en tout cas en parallèle des pixels de conversion, développer des intégrations serveur to serveur, donc ce qu'on appelle le fameux CAPI, Conversion API, online et offline pour aussi remonter les ventes magasins, très important lorsqu'on est un retailer ou un acteur du luxe, tous les sujets sur les catalogues produits, les match rates, etc. Donc cette partie vraiment technique, s'assurer qu'on a bien la bonne base, les bonnes infras entre guillemets presque pour bien travailler sur Meta. Et puis ensuite, le troisième pan, qui est évidemment également extrêmement important, c'est celui de la mesure, qui se complexifie de plus en plus, mais qui est le cœur du réacteur. Si on fait tout bien, qu'on investit, mais qu'on ne sait pas ce que ça nous rapporte, surtout dans des environnements multi-canaux, multi-leviers, ça amène pas grand-chose. Donc là, gros travail de définir ce qu'on appelle des learning agenda. Donc c'est des protocoles de mesure. Qu'est-ce qu'on veut mesurer, sur quelle campagne, comment on mesure, Facebook, Instagram only, multi-canaux, etc. Okay. Voilà, c'est ça les trois gros pans. Mes équipes, avec des spécialistes sur ces trois sujets, des créatifs stratégistes, des ingénieurs et des data scientists qui viennent en support sur les sujets les plus complexes. Ce type d'accompagnement est réservé du coup à un certain nombre de clients. Vous accompagnez combien de clients, si tu peux communiquer dessus, ou tu vois, dans les grandes lignes, parce qu'on on a souvent, pour notamment les personnes qui nous écoutent, qui connaissent assez bien, je pense, l'écosystème Meta d'un point de vue plutôt annonceur ou agence. On voit Meta de l'extérieur comme quelque chose d'assez tentaculaire, où tu as des personnes à Dublin, tu as des personnes, etc., qui te contactent. Donc ça, moi je sais puisque j'y ai bossé, mais c'est des équipes qui sont, entre guillemets, plus, sur des accompagnements qui sont assez avancés, comme tu le dis, avec ces différents niveaux, ces différents piliers, des roadmaps, ce genre de choses. Ça, c'est réservé à quelle typologie de clientèle ? Ouais, en effet, comme tu l'as dit, en fait, il y a trois niveaux d'accompagnement chez Meta. Tout simplement, on aimerait bien accompagner de manière rapprochée tous les annonceurs, mais je crois que chez Meta, il y a 200 millions d'entreprises qui sont présentes sur Meta. Il doit y en avoir 12 ou 13 millions qui sont considérés comme des annonceurs, donc qui font de la publicité. Donc 12 ou 13 millions d'entreprises à accompagner, ce serait pas possible. Donc il y a une très grande majorité des entreprises qui utilisent nos solutions en self-service, accompagnées par des agences, par des freelances ou simplement en interne des gens qui se forment. Et donc il y a un gros travail qui est fait aussi par nos équipes pour faire des outils évidemment efficaces, mais aussi simples à utiliser. Ensuite, il y a les équipes qu'on va appeler mid-market. Donc, ce sont des équipes francophones qui vont accompagner, en effet, à Dublin, des annonceurs, alors que nous, on appelle mid-market, qui vont investir quelques centaines de milliers d'euros par an ou 1 million. Mais ce n'est pas qu'une question d'investissement, il y a aussi une question de complexité derrière et de maturité en fait. Et donc ces account managers vont accompagner un peu plus de clients, donc auront techniquement un peu moins de temps, mais quand même un service très premium que les équipes grands comptes qui sont donc à Paris, où on va vraiment accompagner dans chaque secteur les plus gros clients, qui sont d'ailleurs souvent les plus grandes entreprises elles-mêmes sur le marché, mais également chez Meta en termes de poids et d'investissement, et puis surtout en termes de complexité technique. Lorsqu'on parle de retail, on parle de réseau. Lorsqu'on parle de luxe, on parle de territoires vraiment globaux. Lorsqu'on accompagne LVMH, Chanel ou Hermès, on les accompagne dans le monde entier, etc. Donc c'est cette complexité qui fait aussi qu'on rentre dans l'organisation grand compte, où là, chaque binôme, client partner, client solution manager, va accompagner entre quelques annonceurs et peut-être une dizaine au maximum, selon la complexité et la taille des annonceurs. Ok. Et vertical, du coup, donc tu as retail, e-commerce, luxe que toi tu pilotes. Ouais. Moi, de mémoire, tu as aussi auto, tu as... Ouais, il y a tous les... En effet, il y a une verticale sur les services financiers, la banque assurance et puis les fintech. On a un petit pôle B2B aussi, parce qu'il y a du B2B qui est très actif sur nos plateformes. Moi, j'ai tout le retail, mais on a scindé quand même la partie fashion beauty, qui est dans une autre équipe. Il y a la partie auto, travel, entertainment. En gros, un petit peu tous les secteurs d'activité, exactement, à part peut-être les entreprises industrielles ou le gros B2B qui n'est pas forcément très présent sur les réseaux sociaux.
Et dernière petite question pour qu'on plante bien le décor. Est-ce que donc tes équipes que tu pilotes, ça représente combien de personnes à peu près aujourd'hui? Là, un peu plus d'une vingtaine. Vingtaine, ok. Répartis sur luxe et retail. Et retail, ouais. Et c'est à peu près, donc c'est toujours un binôme, donc ça fait en gros 10-10 client partner. Binôme et parfois un client partner pour 2 client solution managers. Okay. Donc un petit peu plus de client solution manager que client partner, mais globalement, ouais, c'est des binômes. Donc pour les personnes qui nous écoutent, client solution manager, profil plutôt technique, et du coup tu disais client partner, profil plutôt accompagnement relationnel, business, côté. Ouais. Après, ça peut être pour eux, hein, et enfin, il y a ils travaillent vraiment ensemble, mais oui, à la base, voilà, c'est des. Disons que les Client Solution Managers sont vraiment des experts des plateformes, des solutions de mesure, etc. Là où le Client Partner est plus là vraiment pour la définition du partenariat, ouvrir des nouvelles portes. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant entre quand je suis arrivé chez Meta et aujourd'hui, c'est la diversité des interlocuteurs qu'on a côté client. En 2017, en gros... on avait le responsable ou la responsable de la marque et le responsable e-commerce. On faisait des campagnes de perf avec l'un, des campagnes de branding avec l'autre. Et pas forcément encore d'accès au C-level dans les grosses boîtes parce que Meta était encore un levier, enfin en tout cas plus petit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vois dans des grandes entreprises, que ce soit dans la grande distribution alimentaire, dans le luxe ou dans n'importe quel autre secteur, la diversité et le niveau des interlocuteurs, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment devenu une boîte globale et 360. On va parler évidemment aux équipes e-com perf, aux équipes marques, aux studios créa internes ou aux agences créa quand il y en a, au CRM pour parler des audiences et de WhatsApp, à l'IT et à la sécurité sur les sujets d'intégration technique, au service client également sur WhatsApp. En fait, une pluralité d'interlocuteurs et des niveaux également d'interlocuteurs parce que plus les enjeux et les investissements business sont importants. Voilà. Et ça, c'est un gros changement. Et typiquement, le client partner est responsable de gérer cet écosystème qui, au sein d'un même client, parfois, on peut parler à plusieurs dizaines de personnes, voire d'équipes, quoi. Ok, ultra intéressant. Il y a un gros taf aussi qui est fait, je le précise que c'est important avec tout l'écosystème agence et partenaires. Nous, on a la chance d'être accompagnés par Meta depuis maintenant un peu moins d'un an en direct en tant qu'agence. Et pour le coup, pour avoir... Alors, l'idée n'est pas du tout de parler des autres régimes, mais pour avoir expérimenté différents types d'accompagnement, l'accompagnement qui est fourni par Meta et le travail qui est fait par les équipes pour qu'il y ait vraiment une vraie relation partenariat est très qualitatif. Et du coup, c'est aussi une manière, comme tu disais, tu vois, il y a beaucoup d'annonceurs. Vous ne pouvez pas tous les adresser en direct. C'est aussi une manière indirecte, entre guillemets, d'apporter un niveau de service avec des partenaires qui sont agréés, tamponnés, formés, mis à jour par Meta. Exactement. Tu as posé la question, en effet, sur les secteurs vraiment. Donc, je t'avais répondu les équipes en direct avec les clients, mais on a une super équipe agence qui est gérée par Séverine Six. Et d'ailleurs, à la base, c'était une équipe agence, mais comme tu le dis, aujourd'hui, c'est une équipe en fait partenaire. Elle va gérer les business partners. Donc, les agences médias sont évidemment le cœur de l'écosystème. Et il y a également les agences créa et toutes les partenaires AdTech ou autres qui peuvent, notamment, on en a de plus en plus sur la partie IA, créa et tout, qu'on accompagne aussi, enfin, en tout cas, avec qui on discute, tout simplement parce que nos annonceurs bossent avec ces boîtes-là. Et c'est un très bon moyen, en effet, également de donner un niveau de service indirect chez Meta à des entreprises qui ne sont pas forcément gérées dans les grands comptes, mais par des agences qui sont accompagnées par nos équipes. Ouais. Avant de passer sur la partie un peu plus retail e-com, est-ce que tu peux nous partager, si tu as le droit, quelques infos sur le type de clients que vous accompagnez dans ton équipe, si tu as des noms, des ordres de grandeur d'investissement, les plateformes sur lesquelles elles sont présentes? Ouais. Globalement, dans l'équipe retail, on va accompagner toute la grande distribution alimentaire. Donc là, comme c'est que des gros acteurs, il n'y a pas de petits players là-dedans. Donc on va accompagner les Carrefour, Leclerc, Groupement Mousquetaire, Intermarché, Auchan, Système U, Lidl, Aldi, etc. De la distribution spécialisée, donc notamment toutes les enseignes du Nord, Mullier, donc les Leroy Merlin, Boulanger, Decathlon, etc. Et puis d'autres dans le bricolage, dans le sport, etc. Et sur la partie luxe, qui on va dire, elle est plus concentrée. En fait, il y a quelques grands acteurs, grandes maisons. Donc on accompagne le groupe LVMH, Chanel, Kering, Richemont, Hermès et quelques plus petites maisons également. Mais on va dire que c'est plus concentré.
Et d'ailleurs, on a des binômes dédiés sur ces clients-là, là où sur le retail, on a des binômes qui vont gérer plusieurs annonceurs. Parce qu'encore une fois, le marché du luxe, c'est un marché vraiment global. Donc Chanel, on le gère au niveau global, Hermès aussi, Richemont aussi, etc. Et en plus, au sein d'un LVMH haut, tu as plein de sous-marques. Et en plus, il y a plein de maisons. Donc quand tu fais le croisement nombre de maisons, nombre de pays, là aussi, ça fait beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup de sujets à traiter. Ouais. Très clair. Alors, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, puisque tu as quand même... la chance d'être dans une position qui te permet d'avoir une overview, une vue assez panoramique du retail et de l'e-commerce. Et moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis justement sur les dernières années, les 5 dernières années qui se sont écoulées, si on prend ça comme fenêtre. C'est quoi les grands changements que tu as vus, les changements majeurs de l'industrie, déjà dans le retail et peut-être dans le luxe aussi, si tu en as qui te viennent en tête? Il y en a un qui est un peu une arlésienne, mais en fait, il y a quand même des choses qui se sont matérialisées, mais plutôt en interne dans les boîtes, c'est tout le sujet de l'omnicanalité. Ça fait des années qu'on parle des différents canaux, le e-com, au sein du e-com, le drive, le e-commerce, la livraison, le click and collect, etc. Comment ça se positionne par rapport au magasin, etc. Sachant que ce qui importe, c'est le client final, peu importe où il convertit. Mais en fait, pendant longtemps... il y a une différence entre ce que les entreprises ont commencé à développer et l'adaptation, l'organisation en interne, où on s'apercevait en fait qu'il y avait encore beaucoup de silos. Il y a des discussions jusqu'à encore il n'y a pas longtemps où un responsable e-commerce, évidemment, quand on fait de l'acquisition sur Meta, on génère des ventes e-commerce, mais on le verra peut-être après. Le gros sujet aujourd'hui, c'est aussi de mesurer l'impact des campagnes digitales sur le offline. Et donc, typiquement, dès qu'on voulait aborder ce sujet de l'omnicanalité, on était souvent confronté à moi je suis responsable e-commerce, c'est mon PNL, ce que je fais entre guillemets en vente magasin. Pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas là-dessus que je suis évalué en fin d'année. C'était une boutique. Et indirectement, voilà, exactement. Donc cette siloisation des PNL, des équipes, etc., dans beaucoup d'entreprises, c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus fluide et ça commence à se matérialiser de plus en plus. On va dire de manière quasiment native dans les marques les plus récentes, toutes les DNVB, etc. Et puis dans les grosses boîtes, la transformation est toujours en cours, mais on sent un vrai changement là-dessus. Après, sur le retail en lui-même, alors là, on parle plutôt vraiment des grosses boîtes et des entreprises vraiment de grande distribution. On s'aperçoit qu'il y a un gros changement sur les formats. C'est-à-dire que le format hypermarché, par exemple, aujourd'hui, a plus le vent en poupe. Ce qui drive la croissance, c'est la proximité, c'est le discount, etc. Donc il y a un gros sujet sur les parcs, chez les Auchan, chez les Leclerc, chez les Carrefour, notamment des gros hyper, une adaptation, une réduction des surfaces, parce que le client cherche de plus en plus de proximité. Mais pour moi, le point, et puis qui est quand même assez connexe avec Meta et les sujets du marketing digital, c'est celui du retail média, qui existait vraiment pas, ou en tout cas ce qu'on appelait du trade marketing ou de la collaboration commerciale avec les marques. Mais le retail média en tant que soi est assez récent. Et vraiment en train de transformer un peu le paysage. Et ce qui est important pour comprendre pourquoi on en parle autant et pourquoi c'est autant dans la bouche de tous les retailers, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un vecteur de business et surtout de marge absolument énorme. Un retailer, notamment les gros retailers, globalement, ça a des marges très faibles. Et ça ne fait pas de la marge en vendant des produits. La marge brute sur des produits avec tous les coûts fixes qu'il y a derrière, notamment de magasins ou autres. En gros, un retailer, il ne gagne pas de marge en vendant des produits. Il gagne principalement sa marge via ses flux de trésorerie. C'est-à-dire qu'il a des clients qui le payent tout de suite et il paye ses fournisseurs à potentiellement 60 jours et même si c'est des retailers internationaux dans certains pays à 90 jours ou autre. Et quand on fait 10 milliards ou 100 milliards de chiffre d'affaires et qu'on a 3 mois de trésor positif qu'on fait travailler, c'est comme ça qu'une grosse partie, c'est assez peu connu ou autre, on va dire, du grand public. Mais en tout cas, c'est un des gros vecteurs de marge de la grande distribution, en tout cas alimentaire classique. Mais du coup, cet argent-là, ce cash flow-là, pendant ces 60-90 jours, il travaille. Il est investi, il est placé.
Dans les DAF de ces grands groupes, tu as des gens dont c'est le métier de gérer des milliards ou des dizaines de milliards de cash flow positifs pendant quelques semaines ou quelques mois. Ok, intéressant. Donc ça, c'est un premier état. Et en fait, le deuxième, donc ça, c'est le premier trésor de guerre, c'est une trésor positive, ce qui est quand même un vrai atout pour une entreprise. Et le deuxième trésor, c'est la data, qui pendant très longtemps a été exploitée à des fins directement internes. Donc un retailer, il a des millions, des milliers et des millions de clients, des millions ou des milliards de transactions chaque jour. Il sait qui achète quoi, quand, etc. Il l'a utilisé pendant longtemps pour améliorer son niveau de stock, éviter les ruptures, faire du CRM. Mais là, depuis quelques années, c'est le développement du retail média. Donc comment je monétise ce trésor de guerre, cette connaissance client à des partenaires, à des marques. Et ça, c'est également des niveaux de marge. C'est presque de la marge pure, moyennant un peu d'outils, d'infra et de services. Et donc, c'est pour ça qu'on en entend autant parler. Les inventaires, souvent, ils sont propriétaires. On peut faire un peu ce qu'on appelle d'extension d'audience, mais quand un retailer développe du retail média, c'est avant tout vendre de la data et des emplacements en magasin, sur son site, sur son application. Donc, entre guillemets, ça lui coûte pas grand-chose. Et c'est très rémunérateur. Donc là, je crois qu'on a passé le 1 milliard d'euros en retail média en France. Et c'est au sein du marketing digital le segment en plus forte croissance, sachant que c'est très dominé par Amazon aussi, mécaniquement. Mais voilà, tout le search sponsorisé sur les sites, toutes les bannières, tout ce qu'on voit en magasin ou autre chez un retailer qui met en avant une marque ou un produit, c'est du retail média. Donc c'est ça, là, pour moi, un des points les plus transformants et puis qui va continuer à s'accélérer dans les prochaines années. Et voilà, et après, il y a aussi tous les sujets autour de la RSE et la seconde main. On s'aperçoit que ce soit dans le textile ou autre, il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui prennent le pas et qui travaillent avec des partenaires ou autres pour développer des cycles de seconde vie des produits, que ce soit du reconditionné ou de la seconde main, voilà, avec des pure players comme des back market ou autres, et puis des entreprises qui créent leur propre réseau, quoi. Intéressant, super intéressant. Je connaissais pas toutes ces spécificités en retail média, j'en avais beaucoup entendu parler. Les sujets de trésor, de gestion active, etc., c'est un peu moins, mais c'est cool. Moi, j'ai une question sur la partie un peu plus DNVB. On l'a vu ces dernières années, il y a eu pas mal de marques qui ont émergé et qui sont venues complètement disrupter des catégories spécifiques. Je ne vais pas citer de nom, mais que ce soit dans le sport, dans la literie, dans le mobilier, ce genre de choses. Et qui, à l'époque, étaient des petites boîtes qui ne faisaient pas trop d'ombre aux grandes marques, mais qui, de plus en plus, commencent à faire des dizaines, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça commence à devenir des marques qui prennent des parts de marché. Comment tu vois, toi, le marché s'adapter par rapport à ça, notamment chez les marques traditionnelles? Est-ce que tu vois, c'est vu comme une menace? Est-ce qu'il y a des rapprochements? Est-ce que ça met un petit coup de fouet justement à ces marques-là qui potentiellement étaient un peu assis sur leur laurier? C'est quoi toi ton point de vue sur ça? Ouais, ça fait, comme tu dis, ça fait bouger ou à minima réfléchir les grandes marques. Parce que même si quand on regarde le marché global, si tu prends en effet la literie, des Emma, des Kipli ou autres, je ne sais pas ce que ça pèse dans le marché de la literie, c'est des très belles boîtes qui se sont très bien développées ou autres, mais voilà, je pense que c'est encore assez faible dans le marché global de la literie en France, mais tout le monde les regarde. Elles font souvent de la croissance dans des marchés qui n'en font pas ou peu, ou en tout cas pas trop en volume, et elles font vraiment en effet bouger les lignes, et pour moi elles accélèrent la transformation des grandes marques et des grands retailers un peu plus traditionnels. On le voit notamment, une DNVB, par essence, c'est une marque direct to consumer avec un discours très authentique, des fortes valeurs, une communauté plus que des clients, des go-to-market ultra rapides. Tu vois, si on prend des DNVB du secteur du fashion ou du textile, c'est la capacité à sortir des collections, des capsules en quelques semaines ou autres, là où normalement c'est 2 collections par an. Et puis également, si on se rapproche un peu plus, nous, de nos métiers, sur la partie marketing et communication, déjà c'est des entreprises qui sont marketing digital native, qui d'ailleurs c'est assez marrant, mais
souvent quand elles atteignent une certaine taille ou une certaine, une certaine taille, elles font le chemin un peu inverse. Elles commencent à se mettre sur les canaux plus traditionnels, à faire potentiellement de la télé, de l'affichage ou autre, mais ce qui est très bien aussi. Même à vendre en retail aussi. Comment ? Même à vendre en retail. Et vendre en retail. Donc en fait, il y a une espèce de convergence les DNVB, à un moment, elles se mettent à faire du retail, etc., et à passer sur des canaux de communication plus traditionnels. Et ça fait bouger les grandes marques qui continuent à se transformer vers plus de digital et un peu moins d'offline, et qui essayent de pousser le e-com et les nouveaux canaux de distribution. Voilà. Ensuite, je pense qu'il va y avoir des mouvements assez intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, il y en a peut-être, mais j'en ai pas qui me viennent en tête, d'acquisition de DNVB par des grandes marques. Après, toutes les DNVB, elles ont levé des fonds auprès de gros fonds d'investissement ou de VC. Et ça ne m'étonnerait pas que dans le cadre de certains exits, dans les mois ou dans les années qui viennent, il y ait quelques grands groupes, comme ça a pu se faire à l'international, mais en France, qui rachètent des DNVB. Mais en tout cas, moi, ma vision, c'est que ça permet de faire bouger le marché, d'accélérer les acteurs un peu plus traditionnels. Voilà, pour revenir sur le marketing digital, tous les nouveaux codes pour lesquels nous, on prêche chaque jour sur nos plateformes, donc l'authenticité, l'UGC, les behind the scenes, les lives, les nouvelles façons de produire et de shooter du contenu. Très souvent, les meilleures pratiques, elles se retrouvent dans les DNVB, et ensuite, c'est les plus grands groupes qui s'adaptent. Clairement. Elles sont souvent pionniers sur ce type de sujet. Nous, on fait énormément de veille sur ça en France ou dans d'autres marchés, les US, entre autres. Tu parlais d'omnicanalité tout à l'heure. Je trouve ça assez intéressant, parce que d'un côté, en effet, tu as les retailers qui font du online, qui ont du coup leur site e-commerce, et tu parlais de siloter les différents départements, etc. De l'autre côté, on a les DNVB qui, passé un certain stade, pour la plupart, se posent la question d'aller en retail, soit pour une question de chiffre, soit pour une question ne serait-ce que de présence, parce qu'au bout d'un moment, tu as besoin dans le parcours client d'avoir quelque chose de physique. C'est quoi ton point de vue là-dessus, et comment Meta, ce qui m'intéresse, c'est comment Meta s'intègre en termes de solutions, tu vois, sur cette partie omnicanalité. Est-ce qu'il y a des use cases, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez particulièrement avec vos clients ? C'est depuis, on va dire depuis 1 ou 2 ans, vraiment la grosse prio de Meta sur la partie publicitaire. Si tu enlèves le sujet IA, WhatsApp ou autre, vraiment sur la partie publicitaire qui continue de représenter plus de 95% du business de Meta. C'est la grosse priorité. Historiquement, on s'est beaucoup développé sur ce qu'on appelle le direct response, la performance, donc avec le e-commerce, avec les entreprises de gaming, de D2C ou autres. Mais pour nos gros acteurs du retail, et encore plus même du luxe, la partie in-store est absolument fondamentale. C'est 80% du business. Et même si évidemment tout le monde se doute que faire de la publicité digitale, ça ne drive pas que des ventes en ligne, au même titre que quand on fait de la télé ou de la radio, ça ne drive pas que des ventes en magasin, c'est beaucoup plus poreux. On a aujourd'hui des solutions qui permettent à la fois de mesurer et d'optimiser l'impact des campagnes Meta sur les ventes, pas sur le trafic, sur les ventes en magasin. Donc ça se fait via une solution qui s'appelle CAPI Offline, donc c'est Conversion API Offline, donc c'est le même principe que sur les ventes en ligne, à part qu'on va remonter les données transactionnelles des magasins dans les campagnes Meta pour pouvoir travailler derrière sur de l'attribution ou de l'incrémentalité, sur de la mesure. Et donc ça permet aujourd'hui 3 choses. La première, c'est de bien gérer des audiences. Typiquement, je prends toujours l'exemple d'un cas... Combien de fois on se fait retargeter parce qu'on a regardé pendant quelques jours un produit, mais on ne l'achète pas en ligne. Finalement, on va l'acheter dans le magasin en bas, puis on continue à se faire retargeter. Parce que la campagne de retargeting, elle n'a pas pris en compte que le client il a acheté le produit. Avec cette solution, que tu achètes en ligne ou en magasin, tu es considéré automatiquement comme acheteur du produit, donc tu es sorti de la base de retargeting, et d'un point de vue expérience client, c'est beaucoup plus lean. Ensuite, il y a évidemment le pan de mesure.
c'est comprendre, quand tu investis 100 000 euros sur une campagne sur Facebook ou Instagram, avant tu mesurais principalement tes ventes en ligne, parce que si tu fais 80% de ton chiffre en magasin, demain, tu n'es plus aveugle sur ces 80%, tu vois ce qui se passe, d'un point de vue, encore une fois, soit attribution, soit incrémental. Et là, tu peux commencer à comparer, notamment si tu es une grande entreprise qui peut faire qui a des solutions de mesure type MMM ou autre, et tu as les mêmes scopes de mesure omnicanaux, on et off, comme sur du MMM. Et le troisième point, qui est assez récent, on a sorti le produit en general availability, donc disponible pour tous les annonceurs moyennant des qualités de signaux et une volumétrie de signaux importante, le fait de pouvoir optimiser sur du offline. Donc en fait, tu as un pixel offline, comme avant. Et ça change vraiment la donne, parce que d'un point de vue mesure, on s'aperçoit souvent que plus de 50% de l'incrément d'une campagne, il vient du offline. Alors c'est un chiffre global, ça dépend combien toi tu fais, mais si le marché fait 20% online, 80% de offline, quand tu fais une campagne méta, tu as 50% de ton business qui est généré online et 50% de ton business qui est généré offline qu'avant tu ne voyais pas avec cette solution. Peu importe ce que tu rediriges vers ton site ou... Ouais, alors là, cette campagne, elle est multi-objectifs, enfin ce chiffre-là, il est multi-objectif, multi-campagne, donc ça prend en compte tes campagnes de reach, tes campagnes de vidéo vue, tes campagnes de trafic, tes campagnes de conversion. Donc évidemment, et ensuite c'est là où il y a toute l'intelligence des agences, des gens dans mes équipes ou autres, typiquement pour mettre des mix de campagnes, est-ce que le reach fonctionne mieux sur le offline que de la conversion online, elle est optimisée pour de la conversion online. Donc peut-être que là, tu n'as pas 50%, si tu mesures, si tu fais 100% de conversion online, même si tu remontes tes ventes magasins, tu n'auras peut-être pas 50% d'incrément sur ton offline. Et encore. Souvent, voilà. Et inversement, si tu fais du reach, ça optimisera pas sur le online, mais ça va faire du online, mais ça fera beaucoup plus de offline. Donc, c'est un chiffre global qu'il faut regarder évidemment campagne par campagne et entreprise par entreprise, parce que ça va dépendre de son organisation et de son modèle. Mais c'est quand même la clé de tout, quoi. Mesurer 80% de tes ventes et de ton business, là où avant tu pilotais uniquement sur le online. Et pour comprendre du coup, sans rentrer trop dans le détail, mais ce qu'on peut mesurer ou ce sur quoi vous êtes en train de travailler, c'est en gros donc quand on parle des ventes magasins, donc c'est le retailer ou l'annonceur qui va uploader en gros ses ventes. Et là, c'est sur un périmètre des personnes qui sont encartées en gros. Exactement. Alors c'est le petit caveat que j'allais en effet mettre, c'est que cela, c'est moyennant autant sur le online via les technologies ou autres, tu es capable de capter la quasi-intégralité des signaux de vente ou autres. Là, il faut qui est des récupérations de ce qu'on appelle de PII, donc d'informations personnelles et de transactions en caisse ou autre. Donc par exemple, si je te prends, il y a certains distributeurs qui n'ont pas de carte de fidélité ou autre. La grande chance qu'on a, par exemple, dans la grande distribution alimentaire, c'est que, je ne sais pas les chiffres exacts, mais en tout cas, 70 à 80% du chiffre d'affaires est fait via la carte de fidélité. Ah putain, c'est énorme. Ouais, même si c'est un peu moins qui ont une carte fidélité, souvent quand tu as la carte fidélité, tu y vas plus régulièrement et tu fais des plus grosses courses avec un plus gros panier. C'est presque mieux que le taux d'opt-in online. Voilà, exactement. Donc et c'est pour ça que c'est très important pour les CRM, pour capter de la donnée ou autre, d'arriver en fait à récupérer de l'information client. Donc ça marche pas en effet un retailer qui est aveugle sur qui passe en caisse. Peut pas utiliser cette solution, mais que ce soit dans la grande distribution alimentaire, dans la grande distribution spécialisée ou autre, et même si c'est pas l'intégralité des clients, c'est pas grave. Si tu as quand même 50% de tes clients qui sont identifiés en caisse, tu fais tes protocoles de mesure là-dessus, derrière tu extrapoles et tu as déjà des très bons learnings. Ok, ultra intéressant, et en plus ça pousse du coup les marques, les enseignes à aller justement collecter cette donnée, pousser des programmes de fidélité et mettre encore plus au cœur de leur stratégie toute la partie expérientielle client, rétention, fidélisation, etc. Dernier point sur la partie un peu paysage, retail, e-commerce, avant de rentrer un peu plus dans la partie market pure et dure. Marketplace, on n'en a pas beaucoup parlé. Vous en accompagnez, alors je ne sais pas si vous en accompagnez en direct des marketplaces ou pas. Ma question, c'est plus comment tu vois, ou c'est quoi, comment Meta voit le rôle des marketplaces sur l'écosystème
e-com retail, est-ce que c'est une menace pour des acteurs? Est-ce que c'est une opportunité? Je sais que c'est aussi un peu, parfois c'est souvent des gros annonceurs pour les régies publicitaires, même si récemment je crois qu'Amazon s'est retiré des investissements Google Shopping. C'est quoi un peu toi ton point de vue sur ça? Oui, donc à la première question, on accompagne des grandes marketplaces. Alors, on n'accompagne pas toutes les marketplaces en France parce qu'il y en a beaucoup qui sont gérées de manière globale. Typiquement, un Amazon, un Zalando ou autres ne sont pas gérés directement en France, sont gérés soit aux États-Unis, soit dans d'autres pays européens sur des plaques régionales ou globales. Mais nous, on va accompagner les Cdiscount, La Redoute, Back Market et autres, qui ont des modèles en effet différents, mais qui utilisent également nos plateformes, justement de manière un peu différente versus du D2C ou autre. Et ensuite, ta question, c'était plus pour le marché, l'écosystème, pour une marque, marketplace. Ouais. Exactement, comment c'est perçu? Est-ce que tu vois, il y a des synergies? C'est plus vu comme une menace? En fait, c'est un peu une réponse de Normand. En fait, ça va vraiment dépendre. Enfin, il y a... on voit des super success stories via une forte présence sur les marketplaces et des boîtes que ça a tué ou détruit. En fait, ça va dépendre déjà de ton stade de développement. Est-ce que tu te lances directement sur les marketplaces ou est-ce que tu te lances en D2C, tu construis ta marque et tout, et à un moment, notamment pour aller à l'international, souvent le sujet marketplace, il arrive au moment de la diversification géographique. Bon, je veux aller en Allemagne, j'ai lancé une DNVB en France, ça marche trop bien. Je connais pas le marché allemand, j'ai pas les réseaux, etc. Mais bon, pas que, tu peux aussi le voir sur ton marché domestique comme une extension et une super visibilité. Ça va dépendre également de ton positionnement. Est-ce que tu es access premium ou luxe? Très souvent, plus tu es luxe avec des price points élevés, avec une image vraiment forte, plus tu es réticent, en tout cas sur les marketplaces généralistes. Voilà, ça va aussi dépendre. C'est un peu bête, hein, mais on parlait tout à l'heure des marges des retailers. Donc là, on n'est pas côté retailer, enfin, on est plus sur des marques, mais c'est quoi ton modèle économique et ton niveau de marge? Parce que quand tu te prends 10, 15, 20, 25% de cut de commission sur une marketplace, il faut pouvoir le gérer, l'assumer. Hein. Et puis, il y a souvent ce qui est... Je l'ai vu sur plusieurs startups que j'accompagnais ou autres, souvent ce qui est aussi un petit peu... pas perçu au début ou autre, mais c'est les contraintes et les exigences logistiques et opérationnelles derrière. Pour faire référencer et être efficace et pas te faire sortir d'une grosse marketplace, il faut être capable d'avoir du stock dispo en moins de 24 heures, de gérer les retours pour être compliant avec la politique de retour de la marketplace ou autre. Donc en fait, c'est ça. Tu as des contraintes de format aussi. Tu as des contraintes de format, des contraintes de format et tout. Donc en fait, c'est pas juste, tiens, je vais les référencer. Demain, ça va me faire des ventes en plus sur lesquelles j'aurai moins de marge parce qu'il y a le cut. Mais voilà, donc c'est où tu en es dans ton développement, pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est pour de la diversification géographique ou est-ce que c'est... voilà. Est-ce que ton modèle économique te le permet sans trop tuer ta marge? Quelle est vraiment ton image? Est-ce que la marketplace ou autre te permet de conserver aussi ton positionnement, ton image, ou est-ce que tu vas tomber à un produit parmi d'autres et tu risques de perdre ton premium ou de ta désirabilité? Et en fait, je pense que c'est un peu la même question. Je viens de faire le rameau, mais je pense que c'est un peu la même question que levée de fonds ou développement en propre, quoi. Il n'y a pas est-ce que c'est bien de lever des fonds ou est-ce qu'il vaut mieux se développer en propre? Quand tu lèves des fonds, potentiellement tu as de l'argent, tu peux accélérer. Inversement, tu t'es fait diluer, tu n'es plus le seul chef à bord, tu prendras peut-être pas les meilleures décisions parce qu'il y aura plusieurs personnes qui décident derrière avec toi, mais tu iras plus vite. Et est-ce que tu te développes en propre? Tu es chef à bord, tu maîtrises tout de A à Z. Par contre, tu es limité en termes de trésor et de capacité d'investissement. Donc, c'est... Très bon parallèle. Il n'y a pas de bonne ou une mauvaise situation. Ça va vraiment dépendre de chaque boîte. Par contre, c'est une vraie question à se poser. Si on n'y réfléchit même pas, on rate potentiellement des opportunités. J'ai reçu ici une marque assez intéressante. C'est Michael, qui est le fondateur de Shapeheart. Donc, c'est une marque qui est plutôt e-com et qui vend des accessoires de moto, entre autres.
enfin sportif, moto, vélo, tout ça, outdoor. Et lui, c'est assez intéressant pour ceux qui nous écoutent. Je vous invite à aller voir l'épisode, il est plein d'enseignements. Lui, sa stratégie, c'est sur le online, de faire quasiment que du Amazon. Donc il a un site en D2C, mais plus ça va, plus sa prio devient Amazon. Donc il construit ses produits par Amazon, il pense sa stratégie de distribution par Amazon, sa logistique, ses ressources internes et tout. Donc, et alors que tu en as d'autres qui sont anti-marketplace, etc. Donc t'as plein de use cases. Lui, il est quasi full, mais il y en a plein qui sont full. Oui, d'ailleurs, tu as des boîtes même qui agrègent, qui rachètent des marques comme ça, qui les font 100% Amazon et qui travaillent avec elles, qui leur amènent du knowledge, parce qu'il y a une vraie compétence Amazon/marketplace pour en effet justement tout ce dont on a parlé avec, comment je référence mes produits, les visuels, les fiches produits, le référencement, Amazon Ads. Et c'est une vraie science. C'est une science. Il y a des boîtes qui se sont montées de A à Z là-dessus, sur cet accompagnement. Comme Meta, ça nous fait une excellente transition. Meta, tu as des boîtes qui sont faites à 100% sur Meta, nous on en voit tous les jours. Si on regarde un peu la partie plutôt stratégie marketing, ces dernières années, toi, tu as vu, toi et tes équipes, vous avez vu, vous avez quand même un panel assez large de ce qui s'est passé d'un point de vue stratégie marketing, stratégie paid. Tu as vu des marques exploser, tu as vu des marques évoluer plus lentement, tu as vu des marques potentiellement mourir ou en tout cas ralentir avec tout ce qui est passé, le Covid, etc. Enfin bref, il y a eu plein d'événements ces dernières années. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence? Qu'est-ce qui fait que certaines ont vraiment cartonné? C'est quoi un peu, tu vois, les points les points communs que tu identifies chez les marques qui ont tiré leur épingle du jeu et qui ont vraiment pris le virage et qui se sont dit ok, c'est bon, on a réussi? D'un point de vue vraiment méta-marketing? D'un point de vue stratégie marketing globale. Après, on rentrera sur méta, la partie paid un peu plus détaillée. Après, moi, j'ai un peu moins accompagnant, entre guillemets, que les grandes boîtes, les grands retailers ou les grandes marques. Heureusement, entre guillemets, on n'en a pas vu disparaître. Mais tu en as vu aller plus vite que d'autres, par exemple? Ouais. C'est ce dont on a discuté un peu avant. C'est cette capacité, là où les DNVB ou les plus petites marques et tout n'ont même pas le choix et nativement sont dans ces nouveaux codes. Il y a des boîtes, des plus grandes boîtes et des boîtes plus traditionnelles qui bougent plus vite que d'autres. On le voit typiquement nous on n'a pas autant, un truc très simple, c'est de dire avant vous aviez un film publicitaire qu'on déclinait un peu sur les plateformes digitales, etc. Et tout. Maintenant, on dit, en fait... Et puis, en plus, il n'y a pas que nous qui poussons ça. C'est pareil sur TikTok, c'est pareil sur les autres réseaux sociaux, c'est pareil en display ou autre. Il faut de la diversité créative. Donc ça veut dire un modèle de production, qui soit en interne ou via des agences, qui change. C'est en soi principalement une question de mindset et d'organisation. Il n'y a pas, entre guillemets, des barrières à l'entrée, des énormes capex ou autres à engager pour faire ça. Donc c'est très souvent en fait drivé par les hommes et les femmes dans les boîtes. C'est pour ça que souvent d'ailleurs les profils marketing de ces DNVB très successful et autres sont assez demandés sur le marché, parce que justement ils viennent avec toute cette expertise et tous ces codes. Et oui, sans donner de nom, moi j'en ai qui sont encore, on va dire, au début un petit peu de la transformation ou autre pour être efficace en marketing digital et notamment sur les réseaux sociaux. Et j'en ai honnêtement qui n'ont rien à envier des très gros groupes ou autres, mais qui se sont agilisés sur cette partie production de contenu, etc. et qui n'ont pas grand-chose à envier à des plus petites marques, plus natives et plus digitales. T'en as où tu t'es dit, sans citer de nom, où vous vous êtes dit « Ah putain, j'aurais jamais misé dessus » Vraiment, ils ont tout compris et ils sont en train de prendre des parts de marché. Ouais. Oui. Alors, après, c'est en fait, si tu veux, contrairement à... faut pas non plus se faire d'histoire, mais quand tu es Carrefour, quand tu es Decathlon ou autre,
si tu veux, ton gain de part de marché, il est lié à une multiplicité de facteurs, ton offre, ton prix et tout. Bien malin, c'est qui dira que c'est la stratégie de communication. Et là, en plus, si on parle de marketing digital de réseau, évidemment que ça ne se mesure pas comme ça en point de part de marché. Là où tu l'as dit, inversement, il y a des boîtes qui se sont créées de A à Z et qui ont monté à des millions, dizaines de millions ou autres, simplement, non, il y a toujours évidemment un produit derrière ou autre, mais en tout cas, la croissance a été très fortement tractée et accompagnée par la communication digitale. Par contre, il y a en effet des boîtes très traditionnelles, très grosses, donc que tu pourrais attendre lentes sur ces transformations ou autres, qui à un moment ont pris le pli et ont changé. Mais encore une fois, c'est souvent plus qu'une question de boîte, une question de personne. Et j'ai vu des personnes passer d'une boîte à l'autre et changer littéralement la manière de faire très rapidement. Donc c'est vraiment, là pour le coup, on est à 80% sur de l'intention, du mindset, et après oui, il y a un peu d'orga, un petit peu d'investissement, de partenaires avec qui travailler, etc. Mais intéressant. Mais voilà. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Est-ce que tu observes quelque chose qui a changé dans la manière de faire du paid ? Je rentre pas dans les détails de gestion de campagne, ce genre de choses, mais dans les grandes lignes ces dernières années. Tu vois, si on regarde Meta en 2025, Meta en 2020 ou Meta même en 2018 versus maintenant, des trucs qui ont vraiment fondamentalement changé. Oui, oui, sans trop rentrer dans le détail, il y a quand même tout un sujet de fond qui est celui de l'automatisation. Sur l'automatisation, sur la partie créative, sur la partie média trading, sur la partie reporting et analyse de campagne derrière. Donc en fait, c'est pour moi le métier aujourd'hui, que ce soit en interne ou via des agences ou autres, il se concentre de plus en plus sur la partie amont, réflexion stratégique, planning, développement des assets créatifs, et sur la partie aval, donc mesurer, comprendre la contribution de chaque levier, notamment quand on est dans un environnement multi-levier. On fait du Google, on fait du Meta, on fait du TikTok, et puis on va même faire du offline. Comment comprendre qu'est-ce qui contribue vraiment à quoi. Et la partie intermédiaire, alors, elle est toujours clé, mais elle s'automatise, tu vois, sur les audiences. C'est l'exemple que je prends toujours. Quand je suis arrivé en 2017-2018, les A/B testing d'audience, les client solution managers et les gens en agence, justement, ils passaient du temps à savoir si l'audience A fonctionnait mieux que l'audience B, quoi. Aujourd'hui, tu fais 18 ans plus, homme-femme, quel que soit peu ou prou ton produit, et c'est l'algorithme boosté à l'IA qui va aller trouver les bonnes personnes. Tu m'autoriseras à prendre cet extrait pour en faire juste un short pour que se dise ouais. Meta dit ça. Oui. Alors, je tire un tout petit peu le trait, mais on n'est pas loin de la réalité. Pareil, la créa, pendant très longtemps, s'est posé la question, et c'était des humains qui décidaient la créa A ou la créa B, laquelle fonctionne le mieux, et si on n'était pas d'accord, on faisait un A/B test pour voir. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il faut 50 créas, 10 reels, un carrousel automatisé sur ton flux, du statique, etc. Et tu mets ça dans la machine, et c'est l'algorithme qui va définir qui va voir quoi. Ça va dépendre de où t'en es dans ton dans ton processus d'achat ou de découverte de la marque. Tu vas peut-être découvrir avec un reels, mais en fait c'est ton carrousel dynamique qui va te faire convertir 3 jours après. Il y a des gens qui vont jamais sur le fil d'actualité, qui sont que sur stories ou réciproquement. Donc en fait, et peu importe, il y a parfois des gens, quand on sort, souvent c'est un exercice qui est fait par les équipes, de sortir les créas qui ont le mieux performé, que ce soit en termes de KPI média, donc impression, clic ou business derrière, conversion ou autre,
parfois les gens sont un peu surpris en disant « Ah oui, c'est pas le truc le plus crafté » ou « c'est pas ce que j'aurais dit ». Et donc en fait, se libérer un peu de ces contraintes créatives, de se dire qu'est-ce qui va fonctionner, pas fonctionner ou autre, et de développer une multiplicité de formats. Il y a aussi un nouveau, pas un nouveau concept, mais ce qu'on travaille beaucoup, justement, nos experts créatifs avec les agences, avec les annonceurs, c'est au-delà du format, également décliner ce qu'on appelle des motivators. C'est-à-dire pourquoi est-ce que mon client achèterait ou s'intéresserait à ma marque. Donc, je suis une entreprise de bricolage, je vais développer des créas autour de la praticité de mon produit, autour du service autour de mon produit, autour du prix, etc. Et ça, je vais le décliner en autant de formats. Donc, j'ai 5 motivateurs différents et 5 formats différents. Et tout ça mixé, l'algorithme va trouver pour chacun. Moi, je suis bricoleur, mais je ne suis pas bricoleur. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est que ce soit facile à utiliser. Mécaniquement, je vais à un moment tomber sur cette créa plus que celle qui va être destinée à des experts avec les 3 fonctionnalités que tu connais pas sur le produit, quoi. Et ce qui est extrêmement bien fait d'ailleurs, c'est pour le voir régulièrement, c'est qu'une fois que ta créa a entre guillemets trouvé son audience et que Meta a identifié que tel type d'audience est réceptif à ce type de message, il va de lui-même aller la proposer à d'autres personnes qui sont similaires, sans avoir à faire tout ce travail un peu de ce qu'on appelait le laser targeting, ciblé par audience, ce genre de choses. Donc ça, exactement. Donc laser targeting versus broad. Bon, c'est dommage ou pas. Avant, c'était fait. Maintenant, c'est les algorithmes. Il n'y a pas un humain qui est meilleur là-dessus. Mais tant mieux, ça permet de récupérer du temps pour travailler sur tous ces sujets en amont ou en aval, où, entre guillemets, il y a également beaucoup plus de valeur ajoutée humaine par rapport aux machines. Ouais, je suis tout à fait en face. Il y a un gros shift de paradigme qu'on a observé dessus. Moi, je l'avais déjà vu venir à l'époque quand j'étais encore chez Meta, mais on le voit d'autant plus depuis qu'on est... depuis que nous on a les mains dans les plateformes quotidiennes avec nos clients. Meta, c'est un écosystème, c'est Facebook, Instagram principalement pour la partie ads, mais on en parlait tout à l'heure, il y a aussi WhatsApp et Messenger. Il y a d'autres choses un peu plus qui sortent de ce scope-là, je pense à Workplace, etc. Mais sur la partie purement qui peut être exploitée par les annonceurs, la partie conversationnelle, comment c'est intégré aujourd'hui dans la stratégie marketing des marques que vous accompagnez, de manière générale, comment, si on peut avoir un peu ton retour d'expérience là-dessus? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est beaucoup plus nouveau. Facebook, ça a 20 ans. Instagram, ça en a 15. WhatsApp, ça en a un peu plus de 10, mais d'un point de vue business, donc B2C, WhatsApp, c'est tout récent. Là où l'ouverture de la pub sur Facebook et Instagram doit avoir aussi plus de 10 ans. Donc, clairement, il n'y a pas la même connaissance des clients, des annonceurs sur ce qu'on peut faire aujourd'hui sur WhatsApp. Mais néanmoins, notamment typiquement les annonceurs internationaux, globaux, qui voient ce qui se fait sur du WeChat, sur du Line, notamment en Asie ou en Amérique latine ou autre, commencent à comprendre tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que WhatsApp, c'est la plus grosse plateforme de Meta en termes d'utilisateurs en France. Pas dans le monde. On est à 45 millions d'utilisateurs. C'est une plateforme que tout le monde utilise. Et ce qui a beaucoup changé aussi, c'est qu'au début, comme tu disais, il y a quelques années, on réfléchissait les messageries en customer care, donc en service client, donc un moyen comme un service téléphonique, une hotline ou une adresse mail, de poser des questions ou des réclamations ou autres. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est vraiment un outil full funnel, donc on peut faire des campagnes de branding, de marketing, du service client, du réengagement avec de la fidélité. Et c'est également un produit qui a beaucoup évolué en termes de contenu. Aujourd'hui, tu peux pousser du contenu vidéo, du contenu photo, du contenu audio, des documents PDF ou autres. Et surtout, contrairement à de l'email ou à du SMS, c'est un canal conversationnel. Donc à partir du moment où tu vas envoyer quelque chose à ton client, tu peux le réfléchir simplement en push, mais ce n'est pas le principe. Tu vas engager une conversation avec lui. Et donc, il va pouvoir te demander quel produit il souhaite, il préfère, sa disponibilité, en quelle taille, je veux voir la vidéo, des trucs, etc. Donc, en fait, tu peux réfléchir des expériences
tu peux réfléchir quasiment en fait tout type d'expérience, c'est à toi de la construire. Et on a également aussi beaucoup travaillé dans la stratégie tarifaire de WhatsApp, avec aujourd'hui des prix qui sont beaucoup plus attractifs qu'ils l'étaient dans le passé. Et donc tu les as en tête dans les grandes lignes ou... Ouais, alors WhatsApp en France, alors déjà il y a des prix différents selon les pays, selon les marchés, mais si on se regarde en France, en fait ça va être, on va différencier, tu vas avoir 4 cas d'usage. Le premier, c'est l'usage marketing. Donc tu envoies proactivement en tant que marque un message à un consommateur. Évidemment, qui est opt-in de base. Exactement, c'est ce que j'allais dire, tout le sujet de l'opt-in en amont. Mais ça, c'est comme quand tu targetes une audience sur Facebook ou autre, et tu dois avoir l'opt-in. Ça, si tu veux, je pourrais revenir un peu plus en détail sur comment tu récupères des opt-in pour WhatsApp. Mais disons que tu as une base d'opt-in, tu as des NVB ou autre, et tu as une nouvelle collection qui vient d'arriver, tu envoies à tes 50 000 opt-in, notre nouvelle collection est disponible, rendez-vous sur notre site ou dans telle boutique ou comme autre. Comme un mail. Voilà, exactement, à part que là, tu peux envoyer 5 vidéos, intégrer ton catalogue produit ou une partie de ton catalogue produit, et puis surtout, tu peux démarrer avec des boutons natifs ou autres, une expérience, une conversation, et tu payes à la conversation. Okay. Donc ça, c'est 12 centimes. Okay. Non pas pour un message, mais pour toute la conversation qui va en résulter. Tant que la conversation ne s'arrête pas, tu payes que 12 centimes. Si jamais elle s'arrête pendant plus de 24 heures et que tu veux recontacter le consommateur, tu repayes 12 centimes. Okay. Ensuite, tu as la partie utilitaire. Utilitaire, c'est un message, ça va plus ressembler à du SMS, il y a moins de riches médias ou autre, même si tu peux y réfléchir. Confirmation de commande, demande d'avis client. Il y en a beaucoup qui l'utilisent justement pour augmenter leur NPS, les avis clients ou autres. Ça, tu es à 2,5 centimes. Okay. C'est moins cher que du SMS. Et c'est là où on voit un gros potentiel de développement aussi pour les marques, parce que c'est à la fois, ça permet une expérience plus riche et plus forte que du SMS ou du mail. Et c'est également plus compétitif et donc peut représenter des économies de coûts. Alors, pas sur le mail qui coûte quasiment rien, mais sur du SMS, globalement, le SMS, personne l'achète moins de 3 centimes. Et ça, c'est quand tu as des gros volumes. Quand tu as moins de volume, tu peux l'acheter 4, 5, 6 centimes. Là, c'est 2 centimes 50 pour, je crois que j'ai dit 2,50 € tout à l'heure, non, 2,5 centimes pour ces messages utilitaires. Et le troisième cas, il est gratuit. C'est quand il y a un consommateur qui vient chercher la marque et vient parler à la marque. Je suis en magasin. Y a un QR code qui me dit flash ça et je vais te donner plus d'infos sur ton produit sur WhatsApp ou autre. Je suis devant une perceuse chez Leroy Merlin ou chez Castorama. Hop, je flash ça, il reconnaît le produit, il dit bah ça c'est le produit, est-ce que tu veux plus d'infos ou autre. C'est le client qui est venu chercher la marque, c'est gratuit. Donc en fait, message marketing push, 12 centimes, la conversation. Message utilitaire, je reçois mon billet de train ou d'avion, je reçois ma confirmation de commande ou mon livreur qui est en approche ou autre, 2,5 centimes. Et je propose à mon client une conversation servicielle. Donc, il rentre mon numéro, il flash un QR code, il clique sur un lien dans une newsletter ou autre. C'est le client qui est venu me chercher, c'est gratuit. Et ça, tu peux, sur le dernier use case, tu peux du coup échanger avec lui à l'infini ou tu as des limites quand même où tu te dis... Alors, quand c'est lui qui... Oui, tant que c'est une conversation, c'est une conversation. À un moment, elle va quand même s'arrêter. D'ailleurs, beaucoup justement dans cette stratégie d'optimisation, une des stratégies, c'est de développer ces conversations servicielles. Dans le cadre de la conversation, de demander l'opt-in. Et by the way, est-ce que tu serais intéressé pour avoir des communications marketing de temps en temps, nos nouvelles collections, nos événements VIP ou simplement notre newsletter truc. Hop, opt-in. Un mois après, il peut recevoir au moment des soldes ou des préventes un message. Et ça, du coup, toute cette partie messaging, business messaging conversationnel, vous accompagnez les clients directement dessus? C'est les mêmes équipes? Alors, t'as raison. En fait, sur WhatsApp, c'est un écosystème qui est en train de se mettre en place, enfin qui est déjà bien en place, mais qui a mis un petit peu de temps, qui est un peu différent. Évidemment, les agences médias traditionnelles ou autres sont formées, accompagnent, etc. sur la stratégie. Mais aujourd'hui, on a des partenaires particuliers qui s'appellent des Business Solution Providers, qui sont d'ailleurs soit des partenaires qui viennent
du monde du SMS ou du mail, donc du SML, ce qu'on appelle du CPaaS, soit des pure players de WhatsApp qui se sont créés il y a quelques années ou autres. Je crois qu'avec Rhodes, vous travaillez avec un certain d'entre eux qui sont vraiment des spécialistes des canaux de communication WhatsApp ou WhatsApp, SMS, RCS. Et donc, c'est via ces partenaires-là que nos annonceurs travaillent et nous, on les accompagne pour définir les use cases, les mettre en relation, travailler potentiellement la créa qu'on va pousser. Parce que comme partout, hein, creative is king. C'est le cas sur WhatsApp, sur Instagram, mais ça l'est ou ça va l'être également sur WhatsApp. Mais voilà, c'est un écosystème un peu différent, mais qui est tout nouveau et qui est passionnant à regarder, ce qu'il est en train de se structurer. Ouais, je suis très en phase. Nous, on bosse beaucoup avec Wax et Simio, qu'on peut citer. Donc, pure player WhatsApp. Ouais. Exactement, c'est des DNVB de WhatsApp. Et tu as des business solution partners qui sont des entreprises qui viennent du CPaaS, donc qui font qui sont pas des entreprises très connues du grand public, mais très connues des annonceurs et des gens qui travaillent dans le CRM, parce que c'est eux qui routent et qui travaillent tous les SMS ou mails qui peuvent partir. Et pour ceux que ça intéresse, j'avais reçu Guillaume, du coup, fondateur de Wax, sur le podcast. Il y a un épisode où il détaille toute la manière dont ça fonctionne. Alors ça a peut-être évolué depuis, parce que ça remonte un peu. Mais je crois que ça doit être le 5e épisode, un truc comme ça. Bon. Peu importe. Ultra intéressant. Et sur WhatsApp, juste pour terminer et clôturer le sujet, est-ce que tu as un use case qui te vient en tête, que vous avez fait avec une marque? J'ai vu que tu avais communiqué il n'y a pas très longtemps sur un truc, je crois que c'est Air France, qui avait envoyé un nombre astronomique de conversations, enfin échangé un nombre de conversations. Tu en as un qui te vient en tête, celui-là ou un autre Non, celui d'Air France, il est intéressant parce que c'est un des premiers, surtout parmi les grandes entreprises qui a utilisé WhatsApp sur tous les canaux dont je parlais juste avant. Donc, ils l'utilisent pour envoyer des messages marketing, des newsletters. Il y a moins 30% sur Punta Cana, où je sais que tu es intéressé par sur telle destination, je t'envoie ça. Ils l'envoient sur la partie utilitaire pour réceptionner ton billet, pour avoir toutes les informations avant, pendant et après ton vol. Donc, tu reçois ton numéro de gate. Si l'avion a un léger retard, tu le sais également. 15 minutes avant le final call, tu reçois ton message. Et quand tu sors de l'avion, dès que tu remets le réseau, on te communique où est-ce que ton tapis bagage, enfin quel est le numéro de ton tapis bagage. Donc la même chose que tu pourrais avoir dans une application, à part que tout le monde n'a pas l'application Air France, alors que WhatsApp... il y a 45 millions d'utilisateurs. Il l'utilise également pour potentiellement de l'authentification, donc si tu as perdu tes codes ou autre, et évidemment pour du service client, bagages perdus, réclamation ou autre, directement traité sur WhatsApp avec un taux de conversion, de rapidité de traitement qui est très fort. Et je pense d'ailleurs à Club Med aussi, qui est pour le secteur du travel et de l'hospitalité, et sont super appétents sur WhatsApp, déjà parce que c'est des boîtes internationales et ils voient les usages au Brésil, en Amérique latine, qui sont assez incroyables. Et Club Med, ils vont également faire de l'assistance pré-achat. Donc tu vas sur un club, tu regardes un des clubs en ligne sur leur site, il y a le bouton WhatsApp. Et pour savoir, est-ce que tu peux venir avec un animal de compagnie, à partir de quel âge c'est payant pour les enfants, est-ce qu'il y a de la disponibilité à telle date, etc. Tu peux le faire directement via WhatsApp, soit via des conversations automatisées, derrière, avec des LLM ou autres qui travaillent pour toi, soit avec des redirections vers des agents d'assistance du club. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les use cases très 360 qui s'appliquent bien notamment à des grandes entreprises qui ont besoin de faire du marketing, du service client ou autre. Mais ce qu'on voit de plus en plus se développer, parce que ce sont des campagnes très héroïstes, c'est ce qu'on appelle des marketing automation. Donc c'est... sur du e-commerce, de l'abandon de panier, du retour en stock. Ça, tu vas sur un produit, il n'est plus en stock, tu le veux vraiment, il y a une petite case en dessous qui dit laissez-nous vous recontacter par WhatsApp quand le produit revient en stock, et 3 jours après on t'envoie la photo du produit ou sa vidéo ou autre, super héroïste, ou des changements, des alertes prix ou autre.
Donc tous ces trucs-là qui en plus sont justement des marketing automation. Donc une fois qu'elles sont setupées, c'était peut-être ce que Guillaume expliquait dans le podcast, ça tourne de manière automatique et là on est vraiment sur des trucs très, très héroïstes. Et les ROI sont monstrueux. Ouais. Ouais. Pas forcément des énormes volumes, mais en tout cas super héroïstes. Là où des envois, des push marketing ou autre, tu vas être sur du plus gros volume parce que tu vas aller envoyer à toute ta base. Si on touche un mot sur la partie mesure, attribution, on en a parlé tout à l'heure, un petit peu. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est comment vous faites pour... moi, je me souviens à l'époque où j'étais chez Meta. Meta était, comme tu disais, encore pas aussi gros que ça l'est aujourd'hui. Donc, je dirais pas que c'était une position de challenger parce que c'était quand même déjà dans tous les mix médias. C'était un canal qui était assez développé. Mais il y a toujours, en tout cas, ça l'est moins aujourd'hui, mais historiquement, il y a toujours eu ce sujet un peu de Google qui est assez présent, qui est un peu, qui a un peu formaté le marché autour du last click, très performant, ce genre de choses. Et il y avait toujours derrière, moi, dans mes souvenirs, ce travail d'arriver à prouver la valeur de Meta. Donc là, je parle vraiment d'un contexte performance, mais en fait, ça vaut aussi pour d'autres cas de figure, par exemple sur de l'omnicanalité, sur du multi-canaux de communication avec du online et du offline, ce genre de choses. Comment vous travaillez là-dessus? Qu'est-ce que vous recommandez? C'est quoi un peu l'approche de Meta sur ça? En fait, dès que tu parles de mesure, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un seul juge de paix. Donc, dès qu'on parle de mesure, souvent, on va travailler sur différentes méthodologies, différents protocoles. Les trois plus classiques, ça va être la mesure, les systèmes d'attribution, les systèmes de mesure d'incrémentalité et ce dont on parlait tout à l'heure, les MMM, donc les Mix Market Modeling. Et les trois, en fait, vont avoir des avantages et des inconvénients. Quand tu prends l'attribution, d'un point de vue périmètre, tu rentres à peu près tout le digital. Donc, tu vas rentrer ton display, ton search, tes réseaux sociaux, etc. Donc, ça couvre à peu près tout le digital. Par contre, on le sait très bien, tu disais là, tout à l'heure, que ce soit du last click, du first click, du multi-touch ou autre, c'est pas précis. Il y a plein de biais. Enfin, on pourrait passer 2 heures avec des gens bien plus compétents que moi, dont toi, sur ces sujets d'attribution. C'est pas la vraie vie. Si on prend juste l'exemple du last click, c'est pas parce que tu fais le dernier clic sur telle plateforme que le crédit entre guillemets revient à cette plateforme. Et par contre, ça a le gros avantage d'être immédiat. Et le jour du Black Friday, si tu pilotes à l'attribution, minute par minute, tu sais ce qui se passe ou autre. Derrière, tu as les mesures d'incrémentalité. Leur, entre guillemets, un peu de défaut, c'est qu'elles sont monoplateformes. Donc, tu vas faire ta mesure d'incrémentalité sur ta campagne YouTube, sur ta campagne Facebook ou Instagram, online ou omni-canal. Ça va être très précis. Tu peux me donner, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le type de mesure, Donc, celle-là, c'est de l'incrémentalité, c'est de l'A/B testing. Donc, tu vas regarder, tu vas faire une campagne méta, tu vas isoler une partie de l'audience qui volontairement du coup sera mis de côté et ne verra pas la publicité. Tu vas la faire tourner par exemple pendant 4 semaines et à la fin tu vas comparer les ventes du groupe qui a été exposé à la publicité méta du groupe qui n'a pas été exposé à la publicité méta. Toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont très bien pu aller faire du search sur Google, voir une publicité de dans la rue et être exposé au spot télé. La seule différence, seule variable, c'est l'exposition méta. Exactement. Et si tu as investi 100 000 € et que le groupe test, donc qui a vu la pub, a généré 500 000 € de plus que le groupe contrôle, tu pourras te dire j'ai eu un ROI vraiment, donc c'est pas du ROAS, c'est pas t'es dans le chemin, c'est vraiment incrémental. J'ai investi 100 000 €, j'ai généré 500 000 € supplémentaires sur le groupe test, donc pour 1 € investi, j'ai 5 € générés. Que ce soit un ROI online si tu mesures que du online, ou justement, on en parlait au début, omnicanal, si tu es capable de remonter également tes ventes magasins. Donc ça, c'est le modèle le plus précis. Par contre, c'est Conversion Lift. Conversion Lift, exactement. Conversion Lift, online, offline ou omnicanal, si tu fais les deux. À part que c'est monoplateforme, c'est-à-dire que nous, on le fait pour nos campagnes Facebook, Instagram. On n'est pas capable de le faire pour les autres plateformes. Et c'est, entre guillemets, c'est
c'est pas live, c'est-à-dire que tu mets en place un truc pendant 4 semaines et à la fin des 4 semaines, tu as ton résultat. Par contre, c'est extrêmement précis sur la plateforme que tu mesures. Et derrière, tu as les MMM. Donc les MMM, en termes de scope et de périmètre, ça prend absolument tout. Le offline, le online. C'est en termes de précision assez bon. Hein. C'est des modèles économétriques et tout qui sont bien travaillés, fine-tunés et tout ça selon les secteurs d'activité. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais enfin, sur des années, tu peux le faire, oui, tu le fais sur des années et puis le temps, t'en fais 1 ou 2 par an, quoi. Donc ça t'aide à prendre des directions stratégique, à rééquilibrer tes leviers, à comprendre si tu fais peut-être trop de radio par rapport au digital ou pas assez de télé par rapport à ça, mais pas quelque chose qui te permet de piloter ton activité au quotidien. Donc en fait, tu as ces 3 méthodes de mesure. Il y en a un qui est super rapide, live, mais pas très précis. Un autre qui est mono-plateforme, super précis, mais justement une seule plateforme. Et ton MMM qui est bien aussi, mais qui prend beaucoup de temps à faire. Donc la vérité, sur les gros annonces, c'est qu'ils fonctionnent tous avec les 3. Ils font quelques MMM par an, ils mesurent notamment sur la partie e-com en attribution, et ils font des conversion lifts et des mesures d'incrémentalité. Et c'est toute cette science d'arriver à travailler avec ces 3, on va dire, grandes méthodes pour trouver les résultats qui se rapprochent le plus de la réalité. Nous, on vient de lancer, là, il y a quelques mois, justement pour contrecarrer un peu le problème de l'incrémentalité et du conversion lift qu'on voit entre guillemets qu'à la fin de la campagne, pour avoir ce qu'on appelle une optimisation qui s'appelle Incremental Attribution, qui permet d'optimiser sur les ventes incrémentales et d'avoir dans ton reporting méta, au même titre que tu as ton ROAS en live, tu as les ventes incrémentales online et offline en live. Donc tu as la même temporalité ou la même réactivité que sur de l'attribution, à part que tu n'es plus sur une vue attributive, tu es sur une vue incrémentale. Ultra intéressant. Exactement. C'est live du coup ça? Ouais, ça c'est live. Ok, trop bien. Ça c'est live, online, offline, uniquement sur les campagnes du coup de purchase. Et on voit des super résultats sur les premiers clients sur lesquels on a lancé. Hein. Ça a vraiment quelques semaines. J'en parlais justement avec un des account managers hier pour pas dire de bêtises. Si tu me posais la question là-dessus sur les premiers résultats ou autres, je crois qu'il y a plus qu'à sur des multi-sell qu'on a fait entre du business as usual et cette incremental conversion, on voit jusqu'à plus 48% de résultats. Okay. Après, on est encore au début, donc on est en train de tester secteur par secteur, client par client. Mais en tout cas, pour les clients matures qui font beaucoup de perfs, et qui croient fortement en l'incrémentalité par rapport à l'attribution, etc. C'est définitivement un truc à tester parce que ça vient dans cette espèce de matrice MMM attribution incrémentalité, enlever tout le côté, bah ouais, mais moi pendant les soldes ou pendant Black Friday, je peux pas m'amuser à avoir les résultats 2 semaines après Black Friday. J'ai besoin de savoir en live si ma campagne, elle me génère des ventes incrémentales. Et parce que je ne peux pas piloter uniquement à l'attribution, parce que je sais que c'est imparfait. Ultra intéressant. Peut-être que mes équipes étaient au courant, moi j'avais pas l'info, mais ça fait vraiment partie, je pense, des enjeux de beaucoup d'annonceurs, que peu importe leur taille. Moi, alors, je dis pas ça parce que je reçois quelqu'un de Meta, je dis ça parce qu'on utilise beaucoup Meta dans les stratégies d'acquisition pour nos clients, aussi parce que nous on travaille beaucoup avec des e-commerçants pure players qui sont du coup très social media friendly, et ce dont on se rend compte avec des marques qui sont souvent un peu plus établies ou moins éduquées à la manière dont ça fonctionne, à la mesure de ce genre de choses. Tu as toujours cette question qui revient de dire ok, moi je suis chaud pour investir plus sur Meta, mais qu'est-ce qui me prouve que en fait, ça va me rapporter plus d'argent que si je fais un mix média équilibré 50-50 ou 25-25-25 si tu as 4 trucs. Et donc nous on a pas mal de petites méthodes, entre autres celles que tu as mentionnées. On parle aussi de questionnaires post-achat qui matchent beaucoup sur du pure player, pur et dur. Et très souvent d'ailleurs on se rend compte que Meta est sous-évalué par rapport à d'autres canaux, mais cette partie incrémentalité, conversion lift, en effet on emmène pour certains clients, mais c'est cet aspect instantanéité des résultats, je pense que c'est une pièce qui manquait, donc très cool. Et ça c'est tout récent, hein. Quelques semaines on l'a testé en alpha, en bêta, et c'est disponible là depuis début juillet je crois. Tu vois, on a une exclue dans l'épisode, c'est parfait. Petit point très rapide sur la partie IA. On en a un petit peu parlé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir
ton point de vue ou celui de Meta, surtout un peu la vision long terme. Ce que j'observe, moi, de l'extérieur, c'est que c'est omniprésent dans la strate de Meta. Déjà, il y a Faire, qui est le labo d'intelligence artificielle, où il y a beaucoup d'innovations qui sont faites. On voit dans les produits que ça commence à rentrer de plus en plus sur la gestion des campagnes, sur la création, ce genre de choses. Il y a même des lignes de produits hardware, Meta Ray-Ban, Meta Quest, ce genre de choses. Enfin, voilà. La question, c'est quelle est la vision de Meta à long terme? Comment vous voyez ça? Tu vois, c'est quoi un peu s'il y a une roadmap, je sais pas, mais dans les prochaines années et l'intégration de ça pour les annonceurs de manière générale? Ouais. Bon, alors c'est la vision de Meta, enfin de l'IA à long terme. Je suis pas la personne la mieux placée pour donner ça. C'est directement Marc et c'est et le COMEX de Meta et tout. Et puis ça, tu vois, ça bouge beaucoup en ce moment. Hein. Il y a eu beaucoup de recrutements là très récemment chez Meta. On investit peut-être juste pour donner une idée de l'ampleur de la priorité que c'est aujourd'hui dans le secteur et chez Meta. L'année dernière, nos CAPEX, donc nos investissements, même s'ils ne sont pas tous dédiés à l'IA, ils sont quand même en bonne partie dédiés aux infrastructures, aux GPU, donc aux puces qui permettent de faire travailler les modèles. L'année dernière, c'était 40 milliards de dollars. Cette année, on a annoncé là, au Q1 qu'on allait earnings ce soir, donc ce sera de nouveaux chiffres, en tout cas entre 64 et 72 milliards de CAPEX. Ce qui représente sur le total... Entre plus de 25 milliards de CAPEX en plus des 40 sur ces sujets-là. Donc ça te donne une idée de l'ampleur de la priorité que ça représente. Mais c'est simple, en fait. Aujourd'hui, comme tu dis, l'IA est partout chez Meta. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Une des premières applications, c'était celle de la modération. La modération, aujourd'hui, Meta, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. C'est potentiellement des milliards ou des dizaines de milliards de contenus qui sont postés tous les jours. Si on n'avait pas d'IA pour détecter les contenus inappropriés, violents, terroristes ou autres, les plateformes seraient juste pas utilisables. Donc modération qui permet d'avoir des plateformes sûres au quotidien, premier usage de l'IA, même si derrière il y a des humains qui regardent certaines choses là où l'IA n'a pas pu détecter ou pas voir une micro-partie des contenus. Le deuxième sujet, c'est celui de la recommandation. Par rapport à il y a 10 ans, tu voyais un contenu parce que tu étais lié à telle personne ou que tu suivais telle personne sur Facebook ou sur Instagram ou telle marque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenus qui sont poussés, recommandés par l'IA, même si tu n'as aucune connexion avec la marque ou le créateur qui te pousse le contenu. Évidemment, qu'on voit bien que on parlait tout à l'heure de WhatsApp, mais le développement de LLM et notamment de Llama chez nous, présage plein de choses sur les plateformes de messagerie et comment est-ce que des agents IA vont pouvoir s'intégrer. On a déjà vu apparaître Meta AI dans Facebook, Instagram et WhatsApp. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit rond de temps en temps, moi, dans exactement, que vous avez dans WhatsApp, que vous pouvez utiliser en direct ou directement dans une conversation. Et puis c'est aussi la technologie sous-jacente de tout ce dont tu parlais avant, donc les technologies de réalité mixte, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, notamment les Ray-Ban Meta, là, où il y a eu les résultats d'Essilor Luxottica il y a 2 jours qui sont sortis. Et ils ont mis en avant l'accélération, enfin l'attrait très fort qu'il y avait pour ce produit et l'accélération qu'ils allaient avoir dans le développement et dans la production de ces lunettes. On avait lancé les Ray-Ban au début, là on a sorti une nouvelle ligne Oakley, avec Mbappé d'ailleurs qui en a fait la publicité sur nos réseaux. Tu les as les Ray-Ban? Comment? Tu les as les Ray-Ban? Je les ai, elles sont au bureau. Je les ai pas prises avec moi parce qu'il pleut dehors. Là, on ne voit pas ici, mais il pleut. On me les a offertes pour mon anniversaire, très cool. Tu les as pas encore set-up? Si, je les ai utilisées quelques fois, parce que je trouve assez bluffant. Moi, c'est... En plus, je les ai eu au bon moment parce que j'ai eu avant qu'il y ait l'update. Je sais pas si tu les as eu avant ou après, mais tu avais toute la partie IA justement qui était IA assistant qui était bridé en Europe et qui a été débridé, enfin qui a été ouverte. Et là, du coup, c'était trop bien. Avec de la traduction live. Oui, exactement. C'est souvent les exemples qu'on prend, mais tu arrives au restaurant, tu as
un menu dans une langue que tu connais pas si tu es à l'étranger, bah, en live, il te traduit le contenu. Ouais. Ou tu vois quelque chose, tu visites New York, tu es devant n'importe quel bâtiment ou autre connu là-bas, tu lui demandes ce que c'est, et puis si tu veux plus d'infos, il te sort la fiche Wikipédia du building. Le seul truc, moi, je finirai l'aparté, mais c'est le seul truc où j'ai du mal à passer le cap, c'est en fait, t'as une lunette avec les branches, et du coup, t'as le son qui sort de là, et le micro, d'ailleurs, c'est super clean, le son. On entend moi, très peu quand je passais mes calls et tout, c'est incroyable. Bah. Et oui, et du coup, l'autre côté, en effet, le micro est mieux que les AirPods. Genre, t'as l'impression que c'est... Enfin, le noise cancelling, il est vraiment quali. Ce truc, c'est qu'en fait, les gens dans la rue ne sont pas habitués à cet usage-là, donc ne savent pas que toi, tu peux être en call. Donc, des fois, tu as l'impression de parler tout seul dans la rue. Genre, moi, c'est le seul truc que je me dis. C'est pareil avec les AirPods au début. Hein. C'est vrai. Le premier qui avait des AirPods, tu voyais pas les fils. Pour quelqu'un qui a des AirPods avec les cheveux longs et qui parle dans la rue, tu te demandes si la personne est schizophrène. Oui, bien sûr. Non, et puis il y a la lumière que typiquement quand tu filmes ou prends des photos, il y a la lumière qui est celle. Donc voilà, donc ça te montre en fait, et on n'a même pas encore abordé la partie publicitaire, pas forcément venir dessus, mais on voit bien également qu'il y a un gros travail qui est fait sur les algorithmes, sur la prédiction des audiences, sur l'optimisation des conversions, etc. et tout, avec des campagnes vraiment boostées à l'IA, toute la suite Advantage, qui honnêtement sur lesquelles on a des retours super, vraiment les gens nous disent au fur et à mesure, chaque mois, chaque semaine, les résultats s'améliorent. Donc on voit qu'il y a aussi donc IA aujourd'hui absolument partout, et là on rentre même pas encore dans les sujets de super intelligence, AGI, etc. qui est un peu la course du moment. Et clairement, tu parlais sur la partie performance stratégie publicitaire. Nous, on a toujours regardé avec beaucoup d'intérêt les nouveautés. On est surtout très souvent early adopters, que ce soit sur Meta, Google, parce que toutes les régies publicitaires ont leur propre version des campagnes automatisées, des fonctionnalités, etc. Donc on teste toujours tout. Et en fait, on est souvent très bluffé. Parfois, tu as un peu des défenseurs du manuel, de l'humain, ce genre de choses, qui est compréhensible. Mais d'un point de vue purement performance, force est de constater que ça marche très bien. Tu vois. Donc pour le coup, c'est dans les métiers du marketing, je pense qu'il y a de beaux jours devant nous sur cette application-là. On arrive tout doucement vers la fin de l'épisode. On a couvert beaucoup de sujets. Ça m'intéresserait de savoir un peu... question un petit peu projection, tu vois, sur les prochaines années, savoir ce que tu en penses. Si tu étais, par exemple, au COMEX d'un grand groupe, retail ou du DNVB, qu'est-ce que tu regarderais et sur quoi tu serais très attentif sur les 3 à 5 prochaines années, si tu devais miser un peu sur quelque chose? Déjà, je ne me projette pas en tant que COMEX member d'un très très grand groupe. Conseil pour quelqu'un qui était du DNVB, pourquoi pas. Non, mais on a parlé des grands sujets. Enfin, il n'y a pas de... Le retail physique, évidemment qu'il évolue et tout, mais il ne se transforme pas. Enfin, tous ceux qui avaient dit il y a 5 ou 10 ans, il n'y aura plus de magasins. Non, la vérité, c'est que la plupart des ventes se font en magasin. Les magasins, ils ont évolué, mais... s'il y a une personne qui s'était endormie pendant 10 ans et qui se réveille aujourd'hui, il ne serait pas non plus super surpris de remettre les pieds dans un Carrefour, dans un Leroy Merlin ou autre aujourd'hui. Et tant mieux. Donc les grands sujets, c'est ce qu'on a dit, continuer le travail vraiment de désiloisation et proposer l'expérience omnicanal aux clients, et donc vraiment d'être customer-centric. Ça, c'est le premier point. Celui du retail média pour les plus gros va continuer à être super important. Moi, je pense que le vrai sujet, peut-être pour les 5 prochaines années, c'est quels investissements et quelles ressources sur justement tous ces gros sujets tech, IA. Est-ce que, moi, je me souviens d'un grand patron du retail qui était venu... avec qui on avait fait rencontrer notre responsable scientifique Yann Lequin avant le Covid. Une de ses premières questions, c'est l'IA, est-ce que je dois investir sur des chercheurs en propre? Est-ce que je dois travailler avec des partenaires? Comment je fais pour être sexy en tant qu'entreprise et attirer ces bons profils? Donc c'est quoi ma stratégie tech/IA pour quel cas d'usage dans les 3 à 5 prochaines années. Mon make or buy, si je buy avec quel partenaire, si je make
quelles ressources et quel niveau d'investissement je mets derrière, quelle organisation derrière, comment ça vient s'intégrer avec tout le reste des métiers qui, eux, restent plus traditionnels. Je pense que ça serait ça le gros chantier un peu stratégique et qui n'y a pas encore, qui y aura de plus en plus dans les prochaines années, quoi. Et en parlant justement d'investissement, d'organisation d'équipe, si on regarde juste la partie purement market, donc ad, paid, social et donc méta, comment tu structurais une équipe si tu dis, je sais pas, carte blanche, le quatuor ou le trio parfait pour que ça tourne bien par rapport aux exigences des plateformes, ce vers quoi ça évolue, ce serait quoi un peu la structure idéale? Tu aurais peut-être quelqu'un en créa, quelqu'un... Ouais, voilà. Alors, ce que j'allais dire, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la transformation et l'automatisation qu'on voit aujourd'hui, ça fait remonter la valeur vraiment sur l'amont et sur l'aval. Je pense qu'en effet, il y aurait quelqu'un sur la créa, que cette personne la fasse. Et sur cette partie créa, c'est une personne vraiment qui fait de la veille, qui comprend tous les outils à sa disposition, les outils étant à la fois des humains, des graphistes ou autres, mais tous les outils IA qu'il y a aujourd'hui, qui est capable de créer, tu vois, les boucles. Ce que je trouve aujourd'hui dans la créa, c'est les annonceurs travaillent de mieux en mieux sur utiliser l'IA pour décliner, pour faire des nouveaux contenus, etc., sous supervision humaine. Il manque un peu la boucle de validation derrière, c'est-à-dire comment j'analyse les résultats de ça et je nourris pour, sur ma 2e itération, 3e itération, 10e itération, donc quelqu'un vraiment qui fasse un peu la loupe avec les partenaires, les créatifs, les studios, qui soient capables de bien briefer, parce que les briefs sont nouveaux aussi, un brief d'il y a 5 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui. Quelqu'un, je pense, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la complexité, la multitude des sujets de mesure et d'analytics. Et là, moi, je suis pas expert de ça, mais je pense, aujourd'hui, quand on pense IA, on pense beaucoup en amont, créa, stratégie, planning, sur l'opérationnel, l'automatisation, les campagnes Advantage, Co. Mais je ne sais pas si ça existe ou si ça n'existe pas, à mon avis ça viendra, mais il y a sûrement des outils ou des nouvelles méthodes avec de l'IA pour comprendre tes analytics, tes reporting, etc. Et puis surtout, plus que sur des compétences ou autres, moi j'ai vraiment cherché des mindsets quand tu vois la vitesse, toi je ne sais pas depuis que tu as créé Rhodes, entre les compétences que tu avais il y a 2-3 ans et ce qu'ils faisaient il y a 2-3 ans et ce qu'ils font aujourd'hui, avec le développement sur la créa ou autre, c'est des gens qui sont capables de s'adapter, de faire de la veille, de comprendre tous les outils à leur disposition, parce qu'il y en a 10 nouveaux qui sortent par jour, qui peuvent les aider dans leur quotidien, et qui sont capables de pivoter leurs compétences un peu rapidement, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ces compétences, elles n'existaient pas il y a 3 ou 4 ans, quoi. Tout à fait en phase. Ultra intéressant. Et avant-dernière question, et après on pourra clôturer. Est-ce qu'il y a des croyances limitantes que tu observes régulièrement en rendez-vous, quand tu parles à des marques, ou des erreurs que tu vois, ou je sais pas, un truc que tu aimerais dire aux marques qui nous écoutent peut-être et qui ont besoin de ce conseil pour avoir un déclic? Non, mais il y en a de moins en moins, mais il reste quelques irréductibles gaulois qui te disent vous ressortez mal en last click ou vous ressortez mal en attribution. Bon, là, tu as l'impression de faire 10 ans en arrière. Voilà, donc il y a encore... Parce qu'en fait, ce sujet de l'attribution, tu t'aperçois en fait que tu as des entreprises entières et parfois des grosses entreprises qui ont structuré, c'est pas uniquement la manière dont le département acquisition mesure. Ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est toute l'entreprise ou autre et ça redescend dans les régions, dans les magasins, ça remonte au COMEX, il y a des intégrations. Donc en fait, c'est pas juste un changement. J'ai des gens qui m'ont dit oui, mais en fait la boîte est tellement imbriquée dans ces trucs-là que le temps de tout défaire et de refaire quelque chose, c'est pas juste moi qui dois dire tiens, je passe de telle méthode à telle méthode. Il y a ça et les éternelles questions, s'il faut que je fasse plus d'Instagram, plus de Facebook, qu'est-ce qui marche le mieux ou autre, où en fait il n'y a pas de réponse.
Ouais. La réponse, elle revient toujours comme sur les audiences. Est-ce qu'il faut mieux cibler les femmes 25-35 ou les hommes 35-45 ? Faut faire confiance. Peu importe, l'algorithme saura et l'algorithme même trouvera là où toi tu vas te limiter parce que tu fais des produits pour femmes et tu vas cibler les femmes. Les 10% d'acheteurs qui sont des hommes et qui viennent acheter pour faire des cadeaux par exemple ou autre, si tu cibles que les femmes, tu vas te... Voilà. Donc pareil, ce Facebook, Instagram, il y a des gens qui vont beaucoup plus sur Facebook que sur Instagram ou réciproquement. Donc il y a encore certaines personnes qui ont un peu du mal à prendre complètement ce nouveau pli où l'efficacité vient de laisser plus de liberté. Alors plus de liberté, ça ne veut pas dire toutes les libertés, hein. Il y a du contrôle, on peut limiter des placements, on peut faire plein de choses pour limiter un peu, mais en tout cas laisser plus... ne vous pensez pas plus fort que la machine. Voilà, oui, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dirait Chevalier Las Palais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume, si on veut te suivre, voir les différentes updates sur Meta, te contacter? C'est pour le coup un concurrent sur LinkedIn. Sur LinkedIn? Ouais, sur LinkedIn, Guillaume Cavaroc. Cavaroc, c'est A-V-A-R-O-C. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Très cool cet épisode, très riche. On a tenu plus d'1 heure et demie, tu vois. Donc, quoi, on a bien parlé, mais c'est cool. Ouais. On a couvert tous les sujets, tout ce dont on veut parler, l'IA, paysage du retail. On est allé dans plein de détails sur plein de sujets. Donc, merci beaucoup. Très très content de cet épisode. Je te souhaite du coup une bonne fin de journée et puis à très vite. Et bientôt les vacances. À bientôt les vacances, des bonnes vacances. Salut merci Guillaume. Etienne, ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.